Le médecin disait qu'il ne serait jamais père, mais une femme modeste est arrivée avec 2 enfants qui lui ressemblaient. Le millionnaire a cru à une arnaque, jusqu'à ce qu'il voie une cicatrice que lui seul avait sur les 2 enfants. Qu'en pensez-vous? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, vous trouverez des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le Penthouse de Pierre Delamarre, au sommet de l'immeuble le plus haut de l'avenue Montaigne, était considéré par beaucoup comme la matérialisation du succès. De là, il contemplait Paris, la ville qui lui avait servi de scène pour bâtir son empire immobilier. Le soleil se couchait, peignant l'horizon des gratte-ciel de teintes orangées, tandis qu'il faisait distraitement tourner son verre de whisky importé entre ses doigts. À 42 ans, Pierre avait accumulé une fortune estimée à plus de 2 milliards d'euros, possédait des propriétés sur 3 continents et dirigeait l'un des plus grands groupes d'entreprises du pays. Dans le reflet de la vitre blindée de la fenêtre, il observa son propre visage. Les rides d'expression commençaient à se creuser, contrastant avec les yeux verts vides qui le fixaient en retour. Ses cheveux châtains, maintenant parsemés de gris sur les tempes, étaient méticuleusement coupés tous les 15 jours dans le même salon de luxe du 16e arrondissement. Sa silhouette athlétique était le résultat de séances quotidiennes avec des coachs personnels et d'une discipline rigoureuse qu'il appliquait dans tous les aspects de sa vie. Il était, comme le magazine Forbes France l'avait affiché en poinçonnant couverture de son dernier numéro, le célibataire le plus convoité du pays. Monsieur Delamarre, le docteur Clerc est arrivé, annonça Jean-Baptiste, le majordome qui le servait depuis plus d'une décennie, interrompant ses pensées. « Faites-la entrer », répondit-il, sans détourner le regard de la ville qui s'illuminait progressivement. Le docteur Claire Moreau, l'une des spécialistes les plus renommées en reproduction humaine du pays, entra dans la pièce d'un pas ferme. Elle était le dernier espoir de Pierre après une série de consultations avec les meilleurs médecins de France et de l'étranger. « Bonsoir, monsieur Delamarre. Pardonnez-moi de venir chez vous, mais je comprends votre besoin de discrétion. »« Docteur, je vous remercie d'avoir accepté ma demande, » dit Pierre, indiquant le canapé en cuir italien pour qu'elle s'assoie. « Avez-vous les résultats ?» La médecin acquiesça, ouvrant son dossier. Pierre observa son visage à la recherche du moindre indice, mais les années de profession avaient donné à Claire une expression illisible. « Monsieur Delamarre, j'ai analysé tous les examens précédents et les nouveaux que nous avons réalisés. Malheureusement, le diagnostic se confirme. Vous présentez une condition d'azoospermie non obstructive sévère, ce qui signifie... »« Je sais ce que cela signifie, docteur, » interrompit Pierre, se tournant vers la fenêtre. « Cela signifie que je suis stérile. » Le mot flotta dans l'air, comme une sentence définitive. Depuis qu'il avait reçu le premier diagnostic 6 mois auparavant, Pierre avait cherché des 2e, 3e et 4e avis, parcourant des cabinets médicaux à Paris, New York et Genève. Lui qui avait toujours obtenu tout ce qu'il voulait grâce à sa fortune, affrontait pour la première fois quelque chose que son argent ne pouvait pas acheter. Il existe des traitements expérimentaux que nous pourrions essayer, monsieur Delamarre. Bien que les chances soient minimes, il y a des cas de succès documentés. Nous pouvons également discuter d'autres alternatives, comme l'adoption ou le don de matériel génétique pour la fécondation. Pierre but une gorgée de son whisky, sentant le liquide brûler sa gorge. « Je vous remercie, docteur, mais j'ai besoin de temps pour assimiler tout cela. Mon assistant vous contactera pour fixer une nouvelle consultation. » Après le départ de la médecin, Pierre resta immobile, contemplant la ville. Le rêve de fonder une famille, qu'il avait reporté, pendant des années tout en construisant son empire, semblait maintenant irrémédiablement perdu. Dans ses plans méticuleux, il avait toujours imaginé que, lorsqu'il le déciderait, il aurait des enfants qui poursuivraient son héritage. L'idée que sa lignée s'arrêterait avec lui était un coup porté à son sentiment d'immortalité. Le téléphone vibra sur la table basse. C'était Valérie, sa petite amie actuelle, un mannequin international 20 ans plus jeune. Son nom clignotait sur l'écran, mais Pierre n'avait pas l'énergie de répondre.
Que lui dirait-il? Quel avenir pourrait-il avoir maintenant? Ses relations avaient toujours été superficielles, basées sur la convenance et le statut. Il n'avait jamais ressenti le besoin de s'ouvrir émotionnellement, mais maintenant, le poids de la solitude l'écrasait comme jamais auparavant. Le lendemain matin, Pierre arriva au bureau central du groupe Delamarre à l'heure habituelle. L'immeuble vitré au cœur du quartier financier de la Défense abritait plus de 500 employés qui travaillaient sans relâche pour étendre davantage l'empire qu'il avait construit. « Bonjour, monsieur Delamarre », salua Thérèse, sa secrétaire, exécutive depuis 8 ans. La réunion avec les investisseurs chinois est confirmée pour 10 heures. Le département juridique a envoyé les contrats d'acquisition à Biarritz pour votre révision. Et M. Richard a appelé pour confirmer votre dîner ce soir au Grand Véfour. Annulez le dîner, Thérèse. Dites à Richard qu'un imprévu est survenu. Thérèse le regarda, surprise, mais acquiesça sans poser de questions. Pierre annulait rarement des engagements, surtout avec Richard Sauveterre, son plus ancien partenaire commercial. En entrant dans son bureau, Pierre trouva Julie Valbonne, directrice financière du groupe qui l'attendait avec une pile de documents. « Les chiffres du 3e trimestre ont dépassé toutes les attentes », annonça-t-elle. Avec un sourire, le projet de Neuilly s'est valorisé de 32%, avant même son achèvement, et les réservations pour le complexe de Saint-Tropez ont déjà dépassé 80%. Pierre acquiesça mécaniquement pendant que Julie détaillait les bénéfices records. Ses paroles semblaient lointaines, comme si elles venaient d'un autre monde. Un monde où le succès se mesurait en chiffres et en mètres carrés, un monde qui, jusqu'à hier, avait complètement du sens pour lui. « Pierre, tu m'écoutes? Excuse-moi. Julie, je suis un peu distrait aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose. Tu as l'air abattu. » Pierre sourit presque devant l'ironie. Comment expliquer que sa vie parfaitement planifiée s'était effondrée? Comment dire que, malgré tous les millions sur son compte bancaire, il se sentait plus pauvre que jamais? Je vais bien, juste fatigué. Pouvons-nous continuer cela plus tard? Après le départ de Julie, Pierre fit pivoter son fauteuil et fixa l'horizon de Paris. La ville bouillonnait en contrebas, des millions. De vies suivaient leur cours. Des familles se formaient, des enfants naissaient, des vies ordinaires qu'il avait toujours considérées comme inférieures à la sienne, mais qui semblaient maintenant posséder quelque chose que tout son argent ne pouvait pas acheter. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était le service de sécurité du bâtiment. « Monsieur Delamarre, excusez-moi de vous déranger, mais il y a une femme à la réception qui insiste pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous et refuse d'indiquer le motif. Elle dit seulement que c'est personnel et urgent. »« Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il, irrité par l'interruption. « Hélène Martin. Elle est accompagnée de 2 enfants. » Quelque chose dans le nom ou peut-être la mention des enfants éveilla sa curiosité. « Faites-la monter, » ordonna-t-il sans savoir exactement pourquoi. Peut-être était-ce simplement une distraction bienvenue de ses pensées sombres. Quelques minutes plus tard, la porte de son bureau s'ouvrit et Thérèse annonça la visiteuse. Pierre leva les yeux et vit une femme d'environ 30 ans, vêtue simplement, mais avec une dignité qui attira immédiatement son attention. Ses cheveux noirs et ondulés encadraient un visage d'une beauté discrète, avec des yeux marrons profonds qu'il observait avec un mélange de détermination et d'appréhension. Mais ce ne fut pas la femme qui figea Pierre dans son fauteuil. Ce fut la vision des 2 enfants qui l'accompagnaient, un garçon et une fille d'environ 6 ans, des jumeaux identiques, avec les mêmes yeux verts et la même forme de visage qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Le silence qui s'installa dans le bureau semblait suffisamment dense pour être coupé au couteau. Pierre ne pouvait détacher son regard des enfants, qui se cachaient partiellement derrière les jambes d'Hélène. Le garçon le fixait avec curiosité, tandis que la fille, plus timide, gardait les yeux baissés, accrochée à la main de sa mère. « Monsieur Delamarre, je vous remercie de me recevoir sans rendez-vous, » dit Hélène d'une voix calme mais ferme. « Je sais que vous devez être occupé, mais cette affaire ne pouvait pas attendre. » Pierre se leva lentement, encore étourdi par la ressemblance impressionnante entre lui et les enfants. C'était comme regarder des versions miniatures de lui-même, les mêmes yeux verts, la même forme de visage, jusqu'au menton légèrement carré qu'il avait hérité de son père. « Thérèse, veuillez emmener les enfants dans la salle de repos. Je crois que nous avons encore ces jeux électroniques du dernier salon technologique, » ordonna-t-il, sans quitter des yeux la femme devant lui.
Quand Thérèse sortit avec les enfants, Pierre indiqua l'un des fauteuils face à son bureau. « Maintenant, Madame Martin, j'aimerais que vous m'expliquiez qui vous êtes et ce que cela signifie. » Hélène respira profondément, comme pour rassembler son courage. « Mon nom complet est Hélène Martin Dubois. Mon père était Robert Martin. » Le nom frappa Pierre comme un éclair. Robert Martin avait été son meilleur ami pendant l'adolescence à Lyon, avant qu'ils ne prennent des chemins différents, Pierre pour Paris, à la recherche de sa fortune, et Robert pour la côte basque, poursuivant son rêve de devenir artiste plasticien. « Robert, nous ne nous sommes pas parlé depuis presque 20 ans, murmura Pierre, se souvenant de son ami de jeunesse. « Comment va-t-il » Le visage d'Hélène se contracta dans une expression de douleur contenue. « Mon père nous a quittés il y a 8 ans. Un anévrisme cérébral, c'était soudain. » Pierre sentit un serrement dans la poitrine. Robert avait été l'une des rares personnes authentiques dans sa vie, quelqu'un qu'il avait connu avant la célébrité et la fortune, quelqu'un avec qui il avait partagé des rêves et des craintes de jeunesse. « Je suis désolé, » dit-il avec sincérité, « mais cela n'explique pas... » « Les enfants, » compléta Hélène, « Lucas et Marine. » Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe jaunie, légèrement froissée au bord. « Avant de partir, mon père m'a remis ceci. Il m'a demandé de ne l'ouvrir que si j'en avais vraiment besoin, si je n'avais plus aucune option. » Elle tendit l'enveloppe à Pierre. « Il y a 3 mois, j'ai perdu mon emploi à la galerie d'art de Biarritz. J'ai tout essayé, mais la situation est devenue intenable. C'est alors que j'ai finalement ouvert l'enveloppe. » Les mains légèrement tremblantes, Pierre ouvrit le cachet. À l'intérieur, il trouva un ensemble de documents et une lettre manuscrite avec l'écriture familière. De Robert. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes, et à chaque mot, il sentait le monde tourner plus vite autour de lui. La lettre révélait que 15 ans auparavant, lorsque Pierre était au début de sa carrière et rencontrait des difficultés financières, Robert l'avait aidé secrètement. En tant qu'artiste, Robert avait hérité d'une petite fortune de son grand-père, un viticulteur prospère du Bordelais. Il avait prêté à Pierre une somme importante, qui était devenue le capital initial de son empire immobilier. Beauprêt-ha. Avait été accordé avec une condition inhabituelle. Si Robert partait prématurément, Pierre devrait prendre soin de sa famille. Mais il y avait plus. La lettre mentionnait un accord dont Pierre ne parvenait pas à se souvenir. Quelque chose à propos d'une banque de fertilité où il aurait laissé du matériel génétique comme garantie du prêt, à une époque où il était désespéré pour de l'argent et prêt à n'importe quel accord. « Ce ne peut pas être vrai, murmura-t-il, la gorge sèche. Je n'ai jamais... »« Les enfants auront 7 ans dans 2 mois, dit Hélène, avec un regard qui ne laissait aucun doute. Ils sont nés d'une fécondation in vitro réalisée peu avant le décès de mon mari, Édouard. Il savait qu'il n'était pas le père biologique, mais il aimait Lucas et Marine comme s'ils étaient ses propres enfants. » Pierre se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville continuait son mouvement incessant en contrebas, complètement, indifférente au tremblement de terre qui se produisait dans son bureau. « Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre si longtemps ?» Hélène soupira. « Édouard nous a quittés il y a 2 ans dans un accident de voiture. J'ai essayé de maintenir notre vie à Biarritz, d'élever les enfants seuls, mais... » Sa voix faiblit un moment. « Je ne suis pas venu demander de l'argent, monsieur Delamarre. Je suis venu parce que les enfants ont le droit de connaître leurs origines, et parce que j'ai promis à mon mari que, si la situation devenait intenable, je vous chercherais. » Pierre se tourna pour la regarder. Il y avait quelque chose dans la dignité de cette femme qui le déconcertait. Elle ne montrait pas l'avidité ou l'opportunisme qu'il aurait attendu de quelqu'un apparaissant soudainement avec une histoire comme celle-ci. « J'ai besoin de temps, dit-il finalement. Je dois vérifier tout cela, faire des tests ADN, consulter mes avocats. »« Je comprends parfaitement, répondit Hélène se levant. Je n'attendais pas une réponse immédiate. Nous sommes logés à l'hôtel Saint-Germain sur le boulevard Saint-Germain. C'est simple mais propre. Nous resterons 1 semaine. » Comme elle se tournait pour partir, Pierre se surprit à demander « Comment sont-ils? Lucas et Marine ?»« Hein ?» Petit sourire éclaira le visage d'Hélène pour la première fois. Lucas est curieux et déterminé. Il adore construire des choses, des puzzles, des défis. Marine est plus réfléchie, sensible. Elle dessine comme personne. Elle a hérité du talent artistique de mon père. Elle fit une pause,
Tous deux posent des questions sur leur père. Je leur ai dit que c'était un homme spécial qui n'a pas pu être présent, mais qui les aimerait s'ils les connaissaient. Quelque chose dans la simplicité de cette phrase toucha Pierre profondément. Lui, qui venait de recevoir la nouvelle de sa stérilité, était maintenant confronté à la possibilité que son matériel génétique, sans sa connaissance consciente, ait engendré 2 enfants. « Je reviendrai demain avec les enfants », dit Hélène, se dirigeant vers la porte, « pour ce que vous déciderez. » Après son départ, Pierre resta immobile pendant de longues minutes. Son esprit, habitué à calculer les risques et les opportunités dans des affaires multimillionnaires, tournait maintenant en confusion. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Nicolas, c'est Pierre. J'ai besoin de toi dans mon bureau maintenant. C'est urgent. » Nicolas Fournier était plus que son avocat. C'était le seul que Pierre considérait comme un véritable ami à Paris. Discret et efficace, Nicolas s'occupait non seulement des aspects juridiques des affaires de Pierre, mais aussi de ses questions personnelles les plus délicates. Heure plus tard, Nicolas analysait les documents apportés par Hélène, tandis que Pierre observait la ville par la fenêtre, un verre de whisky intact dans ses mains. « Ceci semble authentique », dit finalement Nicolas. « La signature de Robert correspond à d'autres documents que nous avons de lui de l'époque du prêt initial. Quant au reste, il hésita. « Pierre, tu ne te souviens vraiment pas d'avoir laissé du matériel génétique dans une banque de fertilité ?» C'était une époque compliquée, Nicolas. J'aurais fait n'importe quoi pour obtenir le capital initial. J'étais désespéré, travaillant 20 heures par jour, dormant seulement quelques heures. Pierre passa la main dans ses cheveux. J'ai pu signer quelque chose sans bien lire, faisant confiance à Robert. Eh bien, il y a un moyen simple de le découvrir, un test ADN. J'y ai déjà pensé, je vais l'autoriser dès demain. Nicolas rangea les documents dans sa serviette. Et si c'est vrai, si ces enfants sont vraiment les tiens? La question flotta dans l'air comme un nuage chargé. Pierre avait construit une vie basée sur le contrôle absolu, de ses affaires, de ses relations, de son avenir. Maintenant, tout semblait lui échapper. Je ne sais pas, Nicolas. Sincèrement, je ne sais pas. Cette nuit-là, Pierre ne put dormir. Allongé dans son lit king size, avec des draps en coton égyptien de 1000 fils, il se sentait plus agité que jamais. Les images des enfants, Lucas et Marine, ne quittaient pas son esprit. Ses yeux verts, si semblables aux siens, semblaient l'interroger sur des décisions qu'il ne savait même pas avoir prises. Il se leva et marcha jusqu'à son dressing. Au fond d'un tiroir, il trouva une vieille boîte à chaussures qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, quelques photographies jaunies par le temps. Lui et Robert, adolescents, souriant devant l'ancienne maison familiale des Martin à Lyon. Lui, Robert et quelques autres amis à la remise des diplômes du lycée. Un Pierre plus jeune et plus mince, avec des cheveux plus longs à côté de Robert, qui montrait déjà son talent artistique, avec un portrait au fusain qu'il avait fait de son ami. « Qu'as-tu fait, Robert » murmura-t-il à la photographie. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit à ce sujet ?» La réponse, bien sûr, ne vint pas, seulement le silence oppressant de son penthouse luxueux et vide. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avant l'alarme, après un sommeil agité. Il prit une longue douche, essayant d'organiser ses pensées. Finalement, il prit une décision. Il saisit le téléphone et composa le numéro de Thérèse. « Bonjour Thérèse, annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et contactez le docteur Paul Rivière du laboratoire Génome. Dites-lui que j'ai besoin d'un test ADN urgent, avec résultat en 24 heures. Il doit venir à mon bureau à 10 heures. » Ah, et Thérèse, confirmez à Madame Hélène Martin-Dubois que je l'attends avec les enfants à la même heure. L'horloge au mur du bureau indiquait exactement 10 heures lorsque Thérèse annonça l'arrivée d'Hélène et des enfants. Pierre, qui avait été en train de réviser des contrats sans vraiment pouvoir se concentrer, sentit son cœur s'accélérer. Il ajusta sa cravate italienne et respira profondément, essayant de garder sa contenance. « Faites-les entrer, s'il vous plaît, et prévenez-moi quand le docteur Rivière arrivera. » Quand la porte s'ouvrit à nouveau, Lucas fut le premier à entrer, d'un pas décidé et avec des yeux curieux qui parcouraient chaque détail du bureau luxueux. Marine entra juste après, tenant fermement la main d'Hélène, son regard alternant entre le sol et Pierre, comme si elle ne pouvait pas décider ce qui l'intimidait le moins. « Bonjour, monsieur Delamarre », salua Hélène.
Contrairement à la veille, elle portait une robe simple mais élégante, qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Ses cheveux étaient attachés en un chignon sans prétention, et une fine couche de maquillage couvrait les cernes qui trahissaient une nuit mal dormie. « Bonjour », répondit Pierre, se levant. Pendant un moment, il ne sut comment procéder. Devait-il saluer les enfants, parler de la météo, offrir quelque chose à boire? La situation était si surréaliste que toutes ces années de formation en négociation internationale semblaient inutiles. « Monsieur, cet immeuble est à vous ?» demanda soudainement Lucas, brisant le silence inconfortable. « Lucas !» Hélène le réprimanda doucement. « Rappelle-toi ce dont nous avons parlé à propos de la politesse. »« Pardon, maman, » murmura le garçon, mais ses yeux restaient fixés sur Pierre, attendant une réponse. « Ce n'est rien, » dit Pierre, surpris par la franchise de l'enfant. « Oui, Lucas, cet immeuble appartient à mon entreprise. En fait, nous avons construit plusieurs bâtiments ici à Paris. »« Comme la Tour Eiffel ?» demanda le garçon, les yeux brillants. Un sourire involontaire apparut sur le visage de Pierre. « Eh bien, pas aussi haut, mais nous en avons quelques-uns assez impressionnants. »« Cool !» s'exclama Lucas. « Quand je serai grand, je veux construire le plus haut bâtiment de France. Il aura 100 étages et un observatoire au sommet où les gens pourront voir jusqu'à la mer. » L'enthousiasme du garçon était contagieux, et Pierre se surprit à imaginer comment ce serait d'accompagner le développement de cet esprit brillant. Pendant un instant, il oublia la situation bizarre dans laquelle il se trouvait et apprécia simplement l'énergie de l'enfant devant lui. « Monsieur » Delamarre. La voix douce de Marine le surprit. La fillette s'était approchée silencieusement et tendait maintenant un papier plié dans sa direction. « J'ai fait ça pour vous. » Pierre accepta le papier avec soin, comme s'il s'agissait d'un document précieux. En le dépliant, il ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation chaude, inconnue. C'était un dessin fait au crayon, étonnamment détaillé pour une enfant de cet âge. Il représentait l'horizon de Paris vu d'une fenêtre haute, très semblable à la vue de son propre bureau. Dans le coin inférieur droit, 3 petites silhouettes, un homme, un garçon et une fille, observaient la ville ensemble. « C'est très beau, Marine. Tu as un talent incroyable. » La fillette rougit, mais un petit sourire illumina son visage, tandis qu'elle retournait près de sa mère. Hélène observait la scène avec une expression complexe, en partie fierté, en partie appréhension. « J'ai amené les enfants comme convenu, » dit-elle, rompant le moment. « Je comprends que vous souhaitez réaliser un test ADN. » Pierre acquiesça, tenant toujours le dessin. « Oui, le médecin devrait arriver d'un moment à l'autre. J'espère que vous comprenez que je dois être sûr. »« Bien sûr. Je veux aussi que tout soit éclairci officiellement. » Hélène hésita. « J'ai expliqué aux enfants que nous venions faire un test spécial, comme un jeu scientifique. Ils ne savent pas. »« Je comprends, » interrompit Pierre, remarquant son malaise. « Nous pouvons utiliser la salle de réunion. C'est plus confortable et la vue sur la ville est encore meilleure. Peut-être que Lucas voudra compter combien de ces bâtiments il peut voir. » La suggestion eut l'effet escompté. Le visage du garçon s'illumina, et même Marine sembla plus détendue. Tandis qu'il se dirigeait vers la salle de réunion, Thérèse annonça l'arrivée du docteur Paul Rivière. La procédure fut rapide et indolore, juste un prélèvement de salive avec un coton-tige spécial de l'intérieur de la joue de chacun. Le médecin, habitué aux situations délicates, entretint une conversation légère avec les enfants sur la science et l'ADN, transformant le moment en une petite leçon qui fascina Lucas. « Les résultats seront prêts demain matin, monsieur Delamarre », informa le docteur Rivière en partant, remettant discrètement une enveloppe à Pierre. « Je les enverrai par coursier dès que nous aurons la confirmation. » Après le départ du médecin, un silence gênant plana à nouveau dans la pièce. Hélène regarda sa montre et se leva. « Bien, je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici aujourd'hui. Nous retournerons à l'hôtel et attendrons votre contact. » Pierre se surprit en disant « En fait, j'ai pensé que nous pourrions peut-être déjeuner ensemble. Je connais un restaurant dans le 7e arrondissement avec un excellent menu pour enfants. » Voyant l'hésitation d'Hélène, il ajouta « J'aimerais mieux connaître les enfants. Et j'ai aussi quelques questions sur Robert. » Quelque chose dans le ton de sa voix ou peut-être la mention de son père fit réfléchir Hélène. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Les enfants adoreraient un déjeuner différent, n'est-ce pas ?» Lucas et Marine acquiescèrent avec enthousiasme, et Pierre se surprit à sourire à nouveau.
Lui, qui modifiait rarement sa routine méticuleusement planifiée, improvisait pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Le restaurant choisi par Pierre, le Jardin Vert, était connu pour son ambiance familiale et son menu bio. Assis à une table dans le jardin, à l'ombre d'un arbre touffu, les enfants se sentirent rapidement à l'aise, surtout quand ils découvrirent l'aire de jeux adjacente. « Vous pouvez aller jouer un peu avant le déjeuner », permit Hélène, « mais restez où je peux vous voir. » Pendant qu'ils observaient Lucas et Marine courir vers les balançoires, Pierre et Hélène eurent enfin un moment en tête-à-tête. « Ils sont extraordinaires », commenta Pierre, sincèrement impressionné. « Vous avez fait un excellent travail, en les élevant. »« Merci », répondit Hélène, une légère rougeur tintant ses joues. « Édouard et moi avons toujours privilégié l'éducation et les valeurs. Après son départ, j'ai essayé de maintenir les principes que nous avions établis, ensemble. » La mention du défunt mari d'Hélène éveilla la curiosité de Pierre. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Un sourire nostalgique illumina le visage d'Hélène. « À la galerie d'art de Biarritz où je travaillais. Édouard était océanographe, il étudiait la vie marine sur la côte basque. Il est venu à l'inauguration d'une exposition sur la mer, et nous avons fini par discuter toute la nuit d'art et de sciences. Et il savait à propos de l'origine des enfants ?» Hélène acquiesça. « Je lui ai dit avant notre mariage. Édouard ne pouvait pas avoir d'enfant à cause d'un traitement contre le cancer durant son adolescence. Quand il a découvert que j'étais enceinte, résultat de la fécondation que mon père avait arrangée, il était radieux. Il disait que c'était un miracle, que l'univers avait trouvé un moyen de nous donner une famille. » Pierre contempla la sincérité dans ses paroles. Il était difficile d'imaginer quelqu'un acceptant d'élever des enfants qui n'étaient pas biologiquement les siens, avec tant d'amour et d'enthousiasme. « Et votre père ?»« Robert ne m'a jamais dit qu'il avait une fille. » Hélène baissa les yeux. « Vous aviez déjà perdu contact quand je suis né. Ma mère est décédée en couche et mon père m'a élevé seul à Biarritz. Il parlait beaucoup de vous, vous savez. Il disait que vous étiez l'ami le plus brillant qu'il ait jamais eu, qu'il était certain que vous conquériez le monde. » La mention de l'ami disparu apporta une vague de souvenirs et de culpabilité. Pierre se rappela les nombreuses fois où il avait ignoré les tentatives de Robert de rétablir le contact, toujours trop occupé à construire son empire. « Robert était un visionnaire », murmura Pierre. « Son talent était extraordinaire. Il aurait pu être l'un des plus grands artistes du pays s'il était resté à Paris. » « Il ne regrettait pas ses choix, » dit doucement Hélène. « Il disait qu'il préférait une vie authentique à une vie célèbre. Ses dernières années ont été paisibles, peignant la mer et créant son art dans notre petit atelier à Biarritz. » Le serveur s'approcha, interrompant la conversation. Après avoir passé les commandes, y compris pour les enfants qui jouaient encore, Pierre posa enfin la question qui le troublait depuis la veille. « Hélène, pourquoi votre père ne m'a-t-il jamais parlé de pas l'accord d'avoir utilisé mon matériel génétique ?» Elle soupira comme si elle s'attendait à cette question. « Je n'ai pas toutes les réponses, monsieur Delamarre. Je sais seulement ce qui était dans la lettre que mon père a laissée. Il a mentionné que vous aviez conclu un accord quand vous commenciez, qui impliquait un prêt substantiel et une garantie inhabituelle. Apparemment, l'idée est venue après quelques verres, quand vous avez commenté que vous donneriez n'importe quoi pour obtenir un capital initial même. » Elle hésita. « Même un enfant, » compléta Pierre, se souvenant vaguement d'une nuit où, désespéré après une série d'affaires ratées, il s'était confié à Robert sur son rêve de construire un empire et de laisser un héritage à ses descendants. J'étais ivre et désespéré. Je me souviens à peine d'avoir signé quoi que ce soit. Mon père n'a jamais eu l'intention d'utiliser cela. C'est seulement quand Édouard et moi avons découvert que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, naturellement qu'il a suggéré la fécondation in vitro, disant qu'il avait une solution spéciale, gardée pour moi. Ce n'est qu'après la naissance des enfants qu'il m'a raconté la vérité et m'a fait promettre de ne vous chercher qu'en cas de nécessité absolue. » Pierre essaya d'assimiler tout cela. C'était surréaliste de penser que pendant des années, ces cellules avaient engendré 2 vies qui grandissaient à des centaines de kilomètres de distance, complètement ignorantes de son existence. Pourquoi ? Tiens maintenant, Hélène, que s'est-il vraiment passé ? Son visage se contracta dans une expression de douleur contenue. Après le départ d'Édouard, les choses sont devenues difficiles. La galerie où je travaillais a fermé à cause de la crise économique. J'ai essayé de vendre mes propres
Peinture, mais c'était à peine suffisant pour couvrir le loyer. Il y a 3 mois, nous avons reçu un ordre d'expulsion. C'est alors que j'ai ouvert l'enveloppe que mon père avait laissée. Les enfants revinrent en courant, interrompant la conversation. Lucas commença immédiatement à décrire un écureuil qu'il avait vu dans l'aire de jeu, tandis que Marine s'asseyait silencieusement à côté de sa mère, observant Pierre avec des yeux curieux. Pendant qu'il déjeunait, Pierre observait l'interaction entre Hélène et les enfants, la patience avec laquelle elle répondait aux questions incessantes de Lucas, la manière douce dont elle aidait Marine à couper sa nourriture, l'amour évident dans chaque petit geste. C'était une dynamique familiale qu'il n'avait jamais expérimentée, pas même dans sa propre enfance, avec des parents toujours absents et concentrés sur les affaires. À la fin du repas, Pierre prit une décision impulsive. « Hélène, j'aimerais montrer quelque chose aux enfants avant qu'ils ne retournent à l'hôtel. Si vous le permettez, bien sûr. » La limousine noire glissait silencieusement dans les rues de Paris, tandis que Lucas se penchait à la fenêtre, pointant du doigt chaque gratte-ciel qu'il apercevait. Marine, assise entre sa mère et Pierre, feuilletait un livre sur l'architecture que ce dernier avait improvisé d'acheter dans la librairie proche du restaurant. « Où allons-nous » demanda Hélène, remarquant qu'il quittait le centre financier, de la ville en direction de Neuilly-sur-Seine. « Dans un endroit qui pourrait aider à expliquer certaines choses, » répondit Pierre énigmatiquement. Après 20 minutes, la voiture s'arrêta devant un imposant portail en fer forgé. Un gardien en uniforme s'approcha, reconnut Pierre et ouvrit immédiatement l'entrée. Tandis qu'ils avançaient le long d'une allée d'arbres centenaires, une demeure de style néoclassique se révéla majestueuse et isolée au milieu d'un jardin méticuleusement entretenu. « Waouh !» s'exclama Lucas, les yeux écarquillés. « Vous habitez ici ?» Pierre sourit. « Non, Lucas, personne n'habite ici depuis longtemps. » Lorsque le chauffeur ouvrit la portière, le parfum de jasmin et de rose envahit l'intérieur du véhicule. Hélène aida les enfants à descendre, son expression partagée entre curiosité et appréhension. « Cette propriété appartenait à mes grands-parents, » expliqua Pierre, les guidant le long d'un chemin de pierre jusqu'à l'entrée principale. « Mon grand-père Auguste était un immigrant italien qui a commencé avec une petite entreprise de construction dans les années 1940. Il a bâti cette maison pour ma grand-mère Éléonore comme cadeau pour leurs 20 ans de mariage. » En ouvrant la porte principale, ils furent accueillis par un hall impressionnant, avec un sol en marbre italien et un escalier courbe qui menait au 2e étage. Bien qu'inhabitée, la demeure était impeccablement entretenue, comme si elle était toujours prête à recevoir ses propriétaires à tout moment. « L'endroit est préservé exactement comme il était quand mes grands-parents y vivaient, » continua Pierre, observant les expressions émerveillées des enfants. « Venez, je veux vous montrer quelque chose de spécial. » Il les conduisit à travers une série de pièces élégantes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une bibliothèque impressionnante. Les murs, du sol au plafond, étaient couverts d'étagères en bois sombre remplies de livres. Une échelle coulissante permettait d'accéder aux étagères les plus hautes, et des fauteuils en cuir invitaient à une lecture confortable. « Mon grand-père collectionnait des livres rares, » expliqua Pierre, se dirigeant vers une section spécifique. Cette partie était dédiée à l'histoire familiale. Il retira soigneusement un grand album à couverture de cuir et le posa sur une table centrale. Les enfants s'approchèrent, curieux. En ouvrant l'album, des photographies anciennes en noir et blanc révélaient les visages de personnes disparues depuis longtemps. « C'était mon grand-père Auguste », pointa-t-il vers un homme à l'expression sérieuse, à la moustache bien taillée et aux yeux perçants. « Et voici ma grand-mère Éléonore. » Marine se pencha sur l'album, ses petits doigts touchant délicatement la photographie de la femme élégante avec un collier de perles. « Elle était belle, » murmura-t-elle. « Oui, elle l'était, » acquiesça Pierre. « Et regardez ceci. » Il tourna quelques pages jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Une photo d'un garçon d'environ 7 ans, assis sur une balançoire dans le jardin de la demeure. Le garçon avait des yeux verts brillants et un sourire espiègle. « C'est moi, » expliqua-t-il. « Et regardez ceci. » Il tourna encore quelques pages, révélant une autre photographie. Le même enfant maintenant aux côtés d'un garçon aux cheveux foncés et à l'expression rêveuse. « Voici moi, et voici... » Sa voix faiblit légèrement. « Voici votre grand-père. »
Robert. Hélène s'approcha, touchée par l'image de son père dans sa jeunesse. Papa ne m'a jamais montré ses photos. Nous passions les étés ensemble ici, expliqua Pierre. Nos parents étaient associés dans certaines affaires. Robert et moi étions inséparables. Lucas, qui avait exploré la bibliothèque, revint avec un objet dans les mains. Qu'est-ce que c'est? C'était une petite boîte en bois sculptée avec des détails en laiton. Pierre la reconnut immédiatement. C'est une boîte à musique qui appartenait à ma grand-mère, expliqua-t-il, la prenant doucement. Robert l'a réparée quand nous avions 12 ans. C'était notre plus grand trésor. Il tourna la petite manivelle sur le côté de la boîte et, comme par magie, une mélodie délicate emplit la bibliothèque. Marine s'approcha, enchantée, tandis que Lucas observait le mécanisme fonctionner avec des yeux curieux. Beethoven Furélise, identifia Hélène, surprise par sa propre mémoire. Mon père jouait cette mélodie au piano. Oui, confirma Pierre, envahi par une vague de nostalgie. Robert avait un talent inné pour la musique. Il pouvait jouer n'importe quoi à l'oreille. Tandis que la musique continuait, Pierre retourna à l'album de photographie, tournant d'autres pages. Des adolescents souriant en uniforme scolaire, de jeunes adultes lors d'une remise de diplôme, des moments figés d'une amitié qui semblait destinée à durer éternellement. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Hélène. « Pourquoi ? Vous êtes-vous éloigné ?» Pierre ferma lentement l'album. « La vie, des ambitions différentes. J'étais obsédé par la construction de mon empire, dépassant l'héritage de mon grand-père. Robert voulait suivre son cœur, son art. Il fit une pause. Nous nous sommes éloignés progressivement, jusqu'à ce qu'un jour nous réalisions que des années s'étaient écoulées depuis notre dernière conversation. « Maman, je peux explorer le jardin ?» demanda Lucas, déjà impatient face à la conversation des adultes. Hélène hésita, regardant Pierre qui acquiesça. « Il y a une cabane dans l'arbre près du lac artificiel. Elle devrait toujours être là. J'ai demandé à ce qu'elle soit restaurée récemment. » Tandis que Lucas courait joyeusement dehors, suivi par un garde discret que Pierre avait averti d'un regard, Marine resta, encore fascinée par la boîte à musique. « Tu peux la garder si tu veux », offrit Pierre impulsivement. Les yeux de Minuntsop, la fillette, s'écarquillèrent. « Je peux vraiment ?»« Bien sûr. Je suis certain que ma grand-mère aimerait qu'elle appartienne à quelqu'un qui apprécie la musique. » Hélène semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard de Pierre la fit reconsidérer. Marine serra la boîte contre sa poitrine, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hélène, remarquant une enveloppe jaunie qui était tombée de l'album lorsque Pierre l'avait fermée. Il s'y disait, la ramassa, fronçant les sourcils en reconnaissant l'écriture de son grand-père. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu auparavant. » En ouvrant l'enveloppe, il trouva un ancien document légal et une lettre manuscrite. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes et son expression passa de la curiosité à la surprise absolue. « Qui a-t-il » demanda Hélène, inquiète de sa réaction. Pierre respira profondément, essayant d'assimiler ce qu'il venait de découvrir. « C'est un document de société entre mon grand-père et le grand-père de Robert, Antoine Martin. » Il regarda Hélène. Apparemment, ils étaient associés à parts égales dans l'entreprise de construction originale. Mais après la mort prématurée, d'Antoine, mon grand-père a racheté la part de la famille Martin pour une somme dérisoire profitant de l'inexpérience de la veuve. Cela signifie que la moitié de l'empire de la Mare devrait, en droit, appartenir à la famille Martin. Pierre passa sa main dans ses cheveux étourdis. Robert le savait-il? Est-ce pour cela qu'il m'a prêté de l'argent il y a des années? Comme une façon de récupérer une partie de ce qui a été perdu? Hélène semblait tout aussi choquée. Mon père n'a jamais mentionné cela. Il a toujours dit que l'argent que nous avions venait d'un héritage du côté maternel de la famille. Marine, percevant la tension entre les adultes, s'éloigna silencieusement pour explorer les étagères de livres, leur donnant de l'intimité. « Cela change tout », murmura Pierre. « Le prêt que Robert m'a fait, il ne m'aidait pas seulement. C'était une façon d'investir dans ce qui, de droit, appartenait en partie à sa famille. » Hélène s'assit dans l'un des fauteuils, tentant d'assimiler la révélation. « Je ne comprends pas pourquoi mon père aurait gardé cela secret. »« Robert a toujours été trop généreux, » répondit Pierre. « Peut-être ne voulait-il pas que je me sente redevable.
À ce moment, Lucas entra en courant dans la bibliothèque, les cheveux ébouriffés et les joues rouges d'excitation. « Maman, il y a un lac avec d'énormes poissons et la cabane dans l'arbre est incroyable. Marine, tu dois voir ça. » La spontanéité du garçon brisa la tension momentanée. Hélène sourit, arrangeant les cheveux de son fils. « Nous irons voir dans un moment, chérie. Pourquoi ne montres-tu pas cela à ta sœur pendant que je discute encore? Un peu avec Monsieur Delamarre ?» Lorsque les enfants sortirent, accompagnés par le garde, Hélène se tourna vers Pierre avec une expression déterminée. « Monsieur Delamarre, je tiens à être clair. Je ne suis pas venu ici pour réclamer une fortune quelconque. Je voulais seulement que les enfants connaissent leurs origines. » Pierre l'observa attentivement, impressionné par sa dignité. Beaucoup de personnes auraient vu la situation comme une opportunité d'enrichissement facile, surtout maintenant, avec la découverte du document de société. Mais Hélène semblait sincèrement désintéressée par sa fortune. Hélène, indépendamment, « Du résultat du test ADN, je veux vous aider, vous et les enfants, » dit-il finalement. Pas par obligation ou culpabilité, mais parce que c'est la chose juste à faire. « Nous n'avons pas besoin de charité, » répondit-elle fermement. « Je n'offre pas de charité, » corrigea Pierre. « J'offre ce qui est juste. Si ce n'est pas pour moi, alors pour les liens qui ont uni nos familles pendant des générations. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, le téléphone de Pierre sonna. C'était Nicolas, son avocat. « Pierre, j'ai découvert quelque chose que tu dois savoir immédiatement concernant l'affaire Martin. Je suis justement avec Hélène. Que se passe-t-il » La voix de Nicolas était urgente. « Les documents que tu m'as demandé de vérifier. Il y a quelque chose d'étrange. La clinique de fertilité mentionnée dans la lettre de Robert n'existe plus. Elle a fermé il y a 5 ans. Mais j'ai réussi à retrouver le médecin responsable, Dr Mendes. Il est disposé à parler, mais uniquement en personne. »« Fixe un rendez-vous pour demain, » ordonna Pierre. « Je veux éclaircir complètement cette histoire. » En raccrochant, il remarqua le regard interrogateur d'Hélène. « Mon avocat vérifie les détails concernant la clinique de fertilité, » expliqua-t-il. « Apparemment, le médecin responsable veut nous rencontrer. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Je ne sais pas, nous le découvrirons demain. » Pierre hésita avant de continuer. « Hélène, j'aimerais que vous et les enfants logiez ici au manoir ce soir. C'est plus confortable que l'hôtel, et les enfants semblent avoir aimé l'endroit. » La proposition prit Hélène par surprise. « Je ne sais pas si ce serait approprié. Il y a une aile pour les invités complètement indépendantes. Vous et les enfants auriez une totale intimité. De plus, il fit une pause. Ce serait bon pour moi d'avoir de la compagnie dans cette maison pleine de souvenirs. » Quelque chose dans la sincérité de sa voix fit réfléchir Hélène. « D'accord, tant que ce n'est pas un dérangement. Au contraire, » répondit Pierre avec un sourire sincère. « Ce sera un plaisir. » Tandis qu'ils observèrent les enfants jouer dans le jardin par la fenêtre de la bibliothèque, Pierre ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis l'enfance. Il lui fallut quelques instants pour identifier ce que c'était, l'espoir. Pour la première fois depuis des années, le vide qui le consumait semblait un peu moins profond. Le matin arriva avec des rayons dorés qui traversaient les rideaux de soie du manoir Delamarre. Pierre, qui se réveillait normalement à 5h30 pour sa routine rigoureuse d'exercice, suivie d'une série de visioconférences internationales, fut surpris en regardant l'horloge de découvrir qu'il était déjà plus de 8 heures. Il avait dormi profondément pour la première fois depuis des mois. L'arôme de café frais et de quelque chose en préparation dans la cuisine lui apporta une autre surprise. Le manoir, habituellement silencieux, à l'exception des pas discrets, de la gouvernante qui venait 3 fois par semaine, semblait maintenant vivant. En descendant les escaliers, suivant les sons et les arômes, Pierre découvrit une scène qui semblait sortie d'un univers parallèle. Dans la vaste cuisine en marbre et acier inoxydable, Hélène préparait des crêpes tout en expliquant le processus à Marine, qui observait attentivement. Lucas, assis à l'îlot central, dessinait ce qui semblait être un plan sur une serviette, complètement absorbé par sa tâche. La gouvernante, Madame Zélie, qui maintenait habituellement une expression sérieuse et efficace, souriait en arrangeant la table. « Bonjour », dit Pierre hésitant, comme s'il craignait de briser le charme de la scène. Lucas leva immédiatement la tête. « Bonjour, tonton Pierre. Je dessine une version améliorée de la cabane dans l'arbre.
Regardez, elle aurait un système de poulies ici et des panneaux solaires sur le toit pour fournir de l'électricité pour les lumières la nuit. Pierre s'approcha, sincèrement impressionné par la créativité et le niveau de détail du dessin improvisé. Très ingénieux, Lucas. Tu as un talent pour l'ingénierie. Le visage du garçon s'illumina sous le compliment. Je serai ingénieur et architecte quand je serai grand, et je construirai des maisons pour toutes les personnes qui en ont besoin. Hélène se tourna du comptoir avec un sourire timide. « Bonjour, monsieur Delamarre. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous ayons envahi votre cuisine. » Les enfants se sont réveillés tôt et avaient faim. « Pas du tout, » répondit rapidement Pierre. « C'est agréable de voir la maison être utilisée. »« Tonton Pierre » appela Marine de sa voix douce. « J'ai trouvé un piano dans le salon de... »« Musique, savez-vous en jouer ?» La question innocente apporta une vague de souvenirs. Il y a très longtemps. Ma grand-mère a insisté pour que je prenne des cours, mais je n'ai jamais eu le talent naturel que votre grand-père Robert possédait. Maman joue du piano, informa fièrement Marine. Elle m'a appris quelques morceaux. Pierre regarda Hélène avec un intérêt renouvelé. Un talent de plus hérité de Robert. Hélène rougit légèrement. Juste les bases. Mon père était le véritable musicien de la famille. Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère étonnamment confortable. Lucas domina la conversation avec ses plans ambitieux pour de futures constructions, tandis que Marine observait tout avec ses yeux attentifs, faisant occasionnellement des commentaires perspicaces qui révélaient une maturité au-delà de son âge. Hélène, initialement tendue, se détendit progressivement, se permettant de sourire aux histoires que Pierre partageait sur le manoir et ses anciens habitants. « Les enfants devraient être à l'école », commenta Hélène, lorsque le sujet fut abordé. « Ce serait notre 2e mois dans une nouvelle école à Bordeaux. J'avais obtenu un transfert et un emploi dans une galerie là-bas, mais... » Elle laissa la phrase en suspens. « Mais la vie avait d'autres plans, » compléta Pierre. Vérifiant sa montre, il ajouta « J'ai un rendez-vous avec le docteur Mendès à 10 heures. Aimeriez-vous m'accompagner, Hélène? Madame Zélie peut rester. » Avec les enfants. Hélène hésita. « Je ne sais pas si les enfants seraient à l'aise. Nous pouvons les laisser avec le personnel de la maison. Thérèse a une nièce qui travaille comme animatrice et Jean-Baptiste a un fils qui adore jouer. Ils peuvent y s'amuser tout en étant bien accompagnés, » ajouta l'entrepreneur, rassurant la mère. « Pouvons-nous jouer dans la cabane de l'arbre ?» demanda Lucas, déjà enthousiasmé par la perspective. Hélène soupira, cédant. « D'accord, mais comportez-vous bien et obéissez à Madame Zélie. » 1 heure plus tard, Pierre et Hélène se trouvaient dans le cabinet privé du docteur Antoine Mendès, un monsieur aux cheveux grisonnants et au regard perspicace qui les reçut avec une expression grave. « Monsieur Delamarre, Madame Martin, je vous remercie d'être venu personnellement, » dit le médecin après les présentations formelles. « Ce que j'ai à dire est d'une nature extrêmement délicate et ne pouvait être traité par téléphone. » Pierre sentit Hélène se tendre à ses côtés. « Docteur, s'il vous plaît, soyez direct. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le médecin ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « J'ai travaillé à la clinique Genèse pendant près de 15. J'étais responsable du secteur de cryopréservation et des procédures de fécondation in vitro. » Il fit une pause. « J'ai connu Robert Martin, un homme admirable, toujours préoccupé par sa fille et son avenir. » Hélène se pencha légèrement en avant. « Vous avez réalisé la procédure de fécondation in vitro qui a abouti à mes enfants ?»« Oui et non. » répondit le médecin énigmatiquement. « J'ai réalisé la procédure, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Il ouvrit un vieux dossier. « En 2016, Robert Martin m'a contacté avec une situation inhabituelle. Il possédait du matériel génétique stocké qu'il souhaitait, utilisé pour une procédure de fécondation in vitro pour sa fille et son gendre, qui rencontraient des problèmes de fertilité. »« Le matériel génétique de Pierre Delamarre, » compléta Hélène. Le médecin les regarda avec une expression étrange. C'était l'intention initiale, oui. Monsieur Martin avait un document signé par Monsieur Delamarre, autorisant l'utilisation du matériel à cette fin spécifique. Pierre fronça les sourcils. « Alors le document était légitime? J'ai vraiment signé cela ?» Le document existait, oui. Mais... Le médecin hésita. Il y a eu une complication. À l'époque de la collecte, la procédure de cryopréservation était encore relativement nouvelle dans notre pays. Certains échantillons n'ont pas été correctement préservés et ont perdu leur viabilité au fil des ans. Qu'est-ce que cela signifie ?
demanda Pierre, sentant une tension croissante. Cela signifie, monsieur Delamarre, que lorsque Robert Martin a demandé l'utilisation de votre matériel génétique, nous avons découvert que l'échantillon n'était plus viable. Il ne pouvait pas être utilisé. Un silence. Pesant tomba sur la pièce. Hélène pâlit visiblement. Mais alors, de qui? Sa voix faiblit. Le docteur Mendes respira profondément. Robert Martin a été dévasté par la nouvelle. Il m'a parlé de la promesse qu'il avait faite à sa fille et à son gendre. Comment c'était leur dernier recours pour avoir des enfants biologiquement liés à la famille? Dans son désespoir, il m'a fait une proposition. Quelle proposition? Demanda Pierre, craignant la réponse. Il a demandé que nous utilisions le matériel génétique d'un autre donneur, mais que nous gardions la documentation originale. Un donneur anonyme qui aurait des caractéristiques physiques similaires aux vôtres, monsieur Delamarre. Hélène porta la main à sa bouche, choquée. Mon père a fait cela? Il a menti à moi et à Édouard. Il croyait faire ce qu'il y avait de mieux pour vous, expliqua le médecin. Il savait combien vous rêviez d'avoir des enfants et ce que signifierait pour vous d'avoir ce lien avec la famille Delamarre, en raison de l'ancienne amitié. Pierre resta silencieux, assimilant l'information. Une partie de lui ressentait du soulagement. Il n'avait pas inconsciemment violé son autonomie reproductive. Une autre partie ressentait une étrange déception. Les enfants qu'il avait tant touchés ne portaient pas son ADN. « Docteur, dit-il finalement, si vous nous dites cela maintenant, cela signifie que vous savez qui était le donneur réel. » Le médecin acquiesça lentement. Le protocole exigeait un anonymat absolu, mais je conserve des registres détaillés de toutes les procédures. Quand j'ai appris que Madame Martin cherchait Monsieur Delamarre, j'ai pensé que je devais révéler la vérité avant que tout test ADN ne soit réalisé. « Qui est le père biologique de mes enfants ?» demanda Hélène, sa voix tremblante. Le docteur Mendes ouvrit un dossier et en retira une feuille de papier. Voici le profil du donneur. C'était un jeune étudiant en architecture, 24 ans à l'époque, excellente santé, QI supérieur à la moyenne, talent artistique, yeux verts, choisi spécifiquement pour sa ressemblance physique avec Monsieur Delamarre. Hélène prit le papier d'une main tremblante. Et son nom? La procédure était anonyme, Madame Martin. Le donneur n'a jamais su que son matériel avait été utilisé dans votre cas spécifique. Légalement, il a renoncé à tout droit parental. Pierre observait Hélène, essayant de déchiffrer ses émotions. Qu'est-ce que cela signifie pour les résultats du test ADN que nous avons fait hier? Évidemment, ils indiqueront qu'il n'y a pas de lien biologique entre vous et les enfants, répondit le médecin. J'ai pensé que vous devriez connaître la vérité avant de recevoir ces résultats. En sortant du cabinet, Hélène semblait en état de choc. Ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture, où Pierre demanda au chauffeur de faire quelques tours dans la ville avant de retourner au manoir. « Vous allez bien ?» demanda-t-il gentiment. Hélène secoua la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Comment vais-je expliquer cela aux enfants? Ils ont grandi en entendant des histoires sur l'ami brillant de leur grand-père, le tonton spécial qu'ils rencontreraient un jour. Vous n'avez pas besoin de leur dire maintenant, suggéra Pierre. Ils sont trop jeunes pour comprendre toutes ces complications. Et vous? Demanda Hélène, essuyant ses larmes. Vous devez être soulagé de ne pas avoir d'enfant que vous n'avez jamais désiré. La question prit Pierre par surprise. Il serait naturel de se sentir soulagé, mais ce qu'il ressentait réellement était un mélange confus d'émotions. En seulement 2 jours, il avait expérimenté la possibilité d'être père, d'avoir un lien avec ses enfants extraordinaires. Et maintenant, cette possibilité s'évanouissait aussi rapidement qu'elle était apparue. « Je ne sais pas ce que je ressens, admit-il honnêtement. Mais je sais que rien de tout cela ne change le fait que Robert voulait que j'aide vous et les enfants, et que, biologiquement liés ou non, Lucas et Marine sont des enfants incroyables qui méritent toutes les opportunités que la vie peut offrir. » Hélène le regarda avec surprise. « Vous voulez toujours nous aider ?»« Plus qu'avant, confirma Pierre. Le document que nous avons trouvé hier au manoir prouve que votre famille a droit à une partie de la fortune Delamarre, indépendamment. De la question de l'ADN, il y a une dette historique à réparer. Je ne veux pas de votre argent par obligation ou culpabilité, protesta Hélène. Ce n'est ni obligation ni culpabilité, affirma Pierre. C'est la justice.
et peut-être une chance d'honorer la mémoire de Robert et tout ce qu'il a signifié. Pour moi, quand ils retournèrent au manoir, ils furent accueillis par un Lucas exubérant qui avait passé la matinée à dessiner des plans pour une cabane dans l'arbre encore plus élaboré, avec l'aide du fils de Jean-Baptiste. Marine, en revanche, était inhabituellement silencieuse. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» demanda Hélène, s'agenouillant à côté de sa fille. « J'ai trouvé quelque chose », répondit la fillette, les conduisant jusqu'au salon de musique. Sur le piano ancien se trouvait un cadre photo que Marine avait découvert sur une étagère. La photographie montrait deux jeunes hommes, l'un clairement Pierre dans sa vingtaine, et l'autre, un jeune homme à l'expression rêveuse et au regard doux. « Papa », murmura Hélène, touchant le portrait du bout des doigts. « Ton grand-père », expliqua Pierre à Marine. Robert était un artiste talentueux. Il peignait des tableaux incroyables. Les yeux de la fillette brillèrent. Comme maman, elle aussi peint des tableaux. Pierre regarda Hélène avec intérêt. « Vous êtes artiste ?» Hélène rougit légèrement. « Seulement en amateur. Je travaillais dans une galerie, mais j'ai toujours aimé peindre pendant mon temps libre. Maman est la meilleure peintre du monde, » déclara Lucas, se joignant à la conversation. « Elle fait des tableaux qui semblent vivants. »« J'aimerais voir votre travail un jour, » dit Pierre avec sincérité. Hélène semblait mal à l'aise face à l'attention. « Ce sont juste des passe-temps. Rien de professionnel. Maman a un tableau dans sa valise, » informa Marine. « Celui que tu emportes toujours quand nous voyageons. » Avant qu'Hélène ne puisse protester, Lucas avait déjà couru chercher la peinture mentionnée. Il revint, quelques minutes plus tard, portant soigneusement une petite toile enveloppée dans du tissu. « Lucas, c'est personnel, » réprimanda doucement Hélène, mais le garçon tendait déjà le paquet à Pierre. Avec précaution, Pierre retira le tissu protecteur, révélant une peinture à l'huile d'environ 30-40 centimes. L'image lui coupa le souffle. C'était une vue de la mer de Biarritz au coucher du soleil. Mais il y avait quelque chose dans la technique, dans la manière dont la lumière était capturée, qui transcendait la simple représentation du paysage. La peinture transmettait une émotion profonde, une sensation de paix mêlée de mélancolie qui frappa Pierre de façon inattendue. « C'est extraordinaire », murmura-t-il, sincèrement impressionné. « Vous avez un don rare, Hélène. » C'était le dernier endroit où nous étions tous ensemble, expliqua-t-elle doucement. Édouard, moi et les enfants, quelques semaines avant l'accident. C'était une journée parfaite. Pierre étudia la peinture plus en détail, remarquant la signature discrète dans le coin inférieur droit. H. M. Dubois. Quelque chose dans la technique rappelait vaguement le style de Robert, mais Hélène avait développé une approche personnelle, plus contemporaine et émotionnellement intense. « Vous devriez exposer votre travail, » dit Pierre. « Vous avez un talent qui mérite. » Ça doit être reconnu. Hélène secoua la tête. « Je n'ai ni le temps ni les ressources pour cela. Ma priorité, ce sont les enfants. » Une idée commença à se former dans l'esprit de Pierre. « Et si vous pouviez avoir les deux, du temps pour votre art et de la sécurité pour les enfants ?» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, le téléphone de Pierre sonna. C'était Nicolas, son avocat, avec les résultats du test ADN. Bien qu'il sache déjà ce qu'ils allaient trouver, Pierre prit l'appel et écouta la confirmation. Il n'y avait pas de lien biologique entre lui et les enfants. « Merci, Nicolas, » dit-il, raccrochant ensuite. Il regarda Hélène, qui l'observait avec appréhension. « Je crois qu'il n'y a pas de surprise. » Elle acquiesça, un mélange de soulagement et de tristesse dans son regard. « Que faisons-nous maintenant ?» Pierre contempla la peinture dans ses mains, puis regarda Lucas et Marine, qui jouaient près du piano ignorant les complications du monde adulte. Finalement, il regarda Hélène, une femme qui affrontait l'adversité avec dignité, qui plaçait ses enfants au-dessus de tout, qui portait un talent extraordinaire, étouffé par les circonstances. « J'ai une proposition, » dit-il finalement. « Une qui honorerait la mémoire de Robert et l'histoire qui unit nos familles. » Le bureau privé de Pierre dans le manoir de la Mare conservait l'élégance austère caractéristique de la famille, avec des meubles anciens en bois sombre et une vue impressionnante sur les jardins. Hélène s'assit dans le fauteuil en cuir, souple,
ses mains légèrement tremblantes tenant la tasse de thé que Madame Zélie avait servie. Les enfants jouaient dans le jardin sous la supervision attentive de la gouvernante, donnant aux adultes l'intimité nécessaire pour discuter de sujets complexes. Avant de parler de ma proposition, commença Pierre, s'asseyant en face d'elle, je veux vous montrer quelque chose. Il ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un dossier en cuir, portant l'emblème discret d'une clinique médicale suisse. Il y a 6 mois, j'ai reçu un diagnostic qui a changé ma perspective de vie. Azoospermie non obstructive sévère. En termes simples, je suis stérile. Hélène le regarda avec surprise. Je suis désolé, Pierre. J'ai passé ces derniers mois à consulter des spécialistes sur 3 continents, cherchant des traitements expérimentaux, des 2e et 3e avis. Il eut un sourire ironique. C'est curieux comme c'est seulement lorsque quelque chose devient inaccessible que nous réalisons à quel point nous le désirons. J'ai toujours reporté l'idée d'avoir des enfants, toujours convaincu qu'il y aurait du temps après avoir construit mon empire. Et puis, quand vous étiez enfin prêt, j'ai découvert qu'il était trop tard, compléta Pierre. Ou moins, c'est ce que je pensais. Hélène fronça les sourcils, confuse. Que voulez-vous dire? Pierre respira profondément. Hier soir, après que vous et les enfants soyez allés vous coucher, j'ai reçu un appel du docteur Claire Moreau, la spécialiste qui suit mon cas. Elle a révisé mes examens et a trouvé une incohérence dans les résultats. Apparemment, le laboratoire a commis une erreur dans l'analyse initiale. « Une erreur ?» répéta Hélène, incertaine sur où cette conversation les menait. « Ma condition est moins sévère que le diagnostic original ne l'indiquait. J'ai toujours une azoospermie, mais d'un type qui peut répondre à des traitements spécifiques. En d'autres termes, il existe une possibilité, petite mais réelle, que je puisse avoir des enfants biologiques à l'avenir. » Le visage d'Hélène s'illumina à cette nouvelle. « C'est merveilleux, Pierre. Je suis très heureuse pour vous. Cette nouvelle aurait dû me rendre euphorique, continua-t-il, se levant pour contempler le jardin à travers la fenêtre. Et, d'une certaine façon, elle l'a fait. Mais elle a aussi apporté une réalisation surprenante. Le diagnostic initial, aussi dévastateur qu'il ait été, m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je n'avais jamais vraiment considéré. Quoi? Que la paternité va bien au-delà. De la biologie. Il se tourna pour la regarder. Vous voir avec Lucas et Marine, la façon dont vous les aimez et les guidez, comment vous vous sacrifiez pour eux. Cela m'a montré qu'être père ne consiste pas seulement à transmettre des gènes, mais à être présent, à aimer inconditionnellement, à façonner leur avenir à chaque interaction, chaque leçon. Hélène acquiesça, comprenant. Édouard disait toujours que la paternité était un choix quotidien, pas seulement un fait biologique. Votre mari était un homme sage. Pierre retourna à son siège. Cela m'amène à ma proposition. Il ouvrit un autre dossier contenant des documents légaux avec l'entête du groupe de Lamar. Le document que nous avons trouvé dans la bibliothèque confirme que la famille Martin a été injustement privée de sa part dans l'entreprise originale. Selon les calculs conservateurs de Nicolas, en tenant compte des intérêts composés et de la croissance de l'entreprise au fil des décennies, environ 15% du groupe de Lamar appartiendrait légitimement aux descendants d'Antoine Martin, c'est-à-dire à vous et aux enfants. Hélène pâlit. 15% du groupe de Lamar, ce doit être environ 300 millions d'euros, compléta Pierre. Mais il y a plus. Le prêt que Robert m'a fait quand j'ai commencé, s'il était actualisé avec des intérêts composés, représenterait 5% supplémentaires. Au total, Hélène, vous et les enfants avez légalement droit à environ 400 millions d'euros. L'information frappa Hélène comme une vague. Elle se leva brusquement, marchant dans la pièce avec agitation. C'est absurde. Je ne peux pas accepter. Nous ne sommes pas venus ici pour de l'argent. Je le sais, affirma Pierre avec conviction. Votre intégrité est évidente dans chaque décision que vous prenez. C'est l'une des qualités que j'admire le plus chez vous. Hélène s'arrêta, le regardant avec surprise, en entendant ce compliment inattendu. Mais il ne s'agit pas de charité ou de générosité de ma part, continua-t-il. Il s'agit de justice historique, de corriger une erreur qui remonte à des générations, et principalement d'honorer la mémoire de Robert, qui a toujours cru en moi, même quand personne d'autre n'y croyait. Pierre se leva, s'approchant d'elle. Ma proposition, cependant, va au-delà d'un simple transfert financier.
Je veux offrir quelque chose de plus significatif, quelque chose qui nous bénéficierait à tous. Que suggérez-vous? Demanda Hélène, essayant encore d'assimiler tout cela. Un partenariat. J'aimerais créer une fondation culturelle, au nom de Robert Martin. Un espace qui promouvrait les arts visuels, la musique, la littérature, tout ce qu'il aimait. La fondation serait financée avec une partie des ressources dues à votre famille et aurait son siège à Biarritz, où Robert a vécu ces dernières années, avec des filiales à Paris et dans d'autres capitales. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de la proposition. Une fondation culturelle? Oui, et j'aimerais que vous la dirigiez, Hélène. Votre talent artistique, votre sensibilité, votre connexion avec Robert, vous seriez la personne parfaite. La fondation inclurait également un programme éducatif pour les enfants de communautés défavorisées, offrant une formation artistique et des bourses d'études. C'est une idée merveilleuse, murmura Hélène, visiblement émue. Papa a toujours rêvé de démocratiser l'accès à l'art. Exactement. Et il y a plus. Pierre prit la petite peinture qu'Hélène avait apportée. Votre talent mérite d'être reconnu. Dans le cadre de la fondation, nous créerions une galerie dédiée aux artistes émergents, en commençant par une exposition individuelle de votre travail. Hélène secoua la tête, incrédule. Je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose comme ça. Vous êtes plus que prête, affirma Pierre avec conviction. Je n'ai vu qu'une seule de vos œuvres, et je peux garantir que votre travail mérite d'être vu. Robert en aurait été immensément fier. Tandis qu'Hélène absorbait la proposition, son regard se dirigea instinctivement vers le jardin, où Lucas construisait quelque chose d'élaboré, avec des branches tombées, et où Marine dessinait, assise sous un arbre centenaire. « Et les enfants ?» demanda-t-elle finalement. « Comment leur expliquerions-nous tout cela ?» Pierre suivit son regard. « Pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'entrer dans des détails complexes. Nous pouvons dire que nous avons découvert une ancienne connexion entre nos familles, que votre père et moi étions de grands amis, et que je vous aide à honorer sa mémoire. Et quand ils seront plus âgés, quand ils auront l'âge de comprendre, nous leur raconterons toute la vérité, sur le partenariat commercial entre nos grands-pères, sur le prêt de Robert, sur tout. Ils méritent de connaître leur véritable histoire. » Hélène s'assit à nouveau, essayant d'organiser ses pensées. « C'est beaucoup à assimiler, Pierre. J'aurai besoin de temps pour considérer tout cela. »« Bien sûr, » acquiesça-t-il promptement. « Je n'attends pas une réponse immédiate, mais j'aimerais que vous restiez au manoir pendant que vous décidez. Les enfants semblent heureux ici, et nous aurions le temps de discuter de tous les détails. » De la fondation. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit, et Lucas entra en courant, suivi par une Marine plus réservée. Le garçon portait ce qui semblait être une petite sculpture faite de branches, de feuilles et de pierres. « Regarde, maman, j'ai fait une miniature de la cabane dans l'arbre que je vais construire quand je serai grand. » Hélène sourit, caressant les cheveux de son fils. « Elle est magnifique, chérie. »« Monsieur Delamarre, » appela timidement Marine. « Puis-je jouer du piano dans le salon de musique? J'ai trouvé quelques partitions anciennes et j'aimerais essayer. »« Bien sûr, Marine. Ce piano appartenait à ma grand-mère et elle serait heureuse. Qu'on en joue à nouveau. » La fillette sourit, un sourire rare et lumineux qui transformait complètement son visage sérieux. « Merci. Je promets d'être soigneuse. » Quand les enfants sortirent, Hélène se tourna vers Pierre. Il s'adapte si facilement. Parfois, je m'inquiète qu'il ressente tellement le manque d'un père qu'il s'accrocherait à n'importe quelle figure masculine qui apparaît. « Les enfants sont résilients, » répondit Pierre, « et intuitifs. Ils perçoivent quand ils sont sincèrement appréciés. » Le téléphone de Pierre sonna, interrompant la conversation. Il répondit rapidement, son expression changeant pour de l'inquiétude. « Je comprends. J'y serai dans 30 minutes. » En raccrochant, il expliqua. « C'était Nicolas. Nous devons rencontrer le docteur Mendes à nouveau. Il semblait agité, a dit qu'il y a autre chose que nous devons savoir. »« Autre chose ?» répéta Hélène alarmée. « Que pourrait-ce être ?»« Je ne sais pas, mais cela semblait urgent. Cela vous dérange-t-il si nous y allons maintenant ? Madame Zélie peut rester avec les enfants. » 20 minutes plus tard, ils étaient à nouveau dans le cabinet du docteur Mendes. Le médecin semblait plus nerveux que lors de la visite précédente, remuant des papiers sur son bureau d'une main inquiète. « Merci d'être venu si rapidement, » dit-il, après les avoir salués. « Après votre départ ce matin, j'ai reçu une correspondance troublante. » Il poussa une enveloppe vers eux.
À l'intérieur, il y avait une lettre avec l'entête de la clinique Genèse et une signature qu'Hélène reconnut immédiatement. « C'est de mon père », dit-elle surprise. « Oui », confirma le médecin. Robert Martin a laissé cette lettre avec moi il y a 8 ans, avec des instructions pour qu'elle ne soit remise que si certaines circonstances spécifiques se produisaient. « Quelles circonstances ?» demanda Pierre. « Si vous et Madame Martin veniez ensemble à mon cabinet, » expliqua le docteur Mendès. Robert croyait que, si cela arrivait, cela signifierait que vous vous étiez rencontrés et qu'il était temps de révéler toute la vérité. Hélène prit la lettre d'une main tremblante. « Je peux ?» Le médecin acquiesça. « Elle est adressée à vous deux. » Avec Pierre à ses côtés, Hélène ouvrit l'enveloppe et commença à lire à haute voix. « Chère Hélène et cher Pierre, si vous lisez cette lettre, cela signifie que mon plan, aussi tortueux qu'il ait été, a fonctionné. Vous vous êtes rencontrés et il est maintenant temps que vous connaissiez toute la vérité. Hélène, ma fille bien-aimée, j'ai toujours su que tu avais le droit de connaître tes origines. Quand Édouard et toi avez décidé d'avoir des enfants et avez rencontré des difficultés, j'ai vu une opportunité de corriger une erreur historique et, en même temps, de réaliser votre rêve. Pierre, mon ami de jeunesse, je n'ai jamais oublié nos jours à Lyon, les rêves que nous avons partagés, les promesses que nous avons faites. Le temps et les circonstances nous ont séparés, mais je n'ai jamais cessé de suivre ta trajectoire avec admiration. Ce que j'ai raconté au docteur Mendès était partiellement vrai. En effet, il y avait un accord entre nous concernant du matériel génétique, signé lors d'une nuit d'ivresse et de désespoir financier. Et en effet, ce matériel a été stocké à la clinique Genèse. Ce que j'ai omis, c'est que, des années plus tard, lorsque la clinique m'a informé de problèmes dans la conservation des échantillons, j'ai secrètement demandé un nouveau dépôt. À l'époque, Pierre, tu étais au sommet de ta carrière, construisant ton empire. J'ai engagé un détective privé qui t'a suivi pendant des semaines jusqu'à découvrir ta routine médicale. L'un de tes bilans annuels incluait des examens qui nécessitaient un échantillon de sang réalisé à l'hôpital américain. Avec l'aide d'un contact interne, dont je ne révélerai jamais l'identité, j'ai obtenu un petit échantillon de ton matériel biologique. Je sais que j'ai violé ta vie privée et ton autonomie, Pierre, et pour cela je demande pardon. Mais je croyais corriger une injustice plus grande. Les documents que vous avez probablement déjà trouvés dans le manoir de Lamar révèlent que nos familles étaient liées par des affaires depuis le début. L'empire que tu as construit a des racines dans l'association entre nos grands-pères. Une association dont ma famille a été injustement exclue. Je n'ai pas agi par vengeance ou cupidité, mais par un sens déformé de justice poétique. Je croyais que si je ne pouvais pas récupérer ce qui avait été pris à la famille Martin par des moyens légaux, je pourrais le faire en garantissant que le sang des Martin et des Delamar s'unisse dans la prochaine génération. Lucas et Marine, mes petits-enfants bien-aimés, sont en effet les enfants biologiques de Pierre Delamar. Le test ADN le confirmera s'il ne l'a pas déjà fait. Hélène, je sais que tu seras furieuse contre moi d'avoir caché cela à toi et à Édouard. Pierre, je comprendrai si tu ne peux jamais me pardonner cette violation. Mais je vous demande de ne pas permettre que mes erreurs affectent l'avenir des enfants. Ils sont innocents et méritent de connaître leurs véritables origines quand ils auront l'âge de comprendre. Je quitte ce monde avec la conscience lourde de mes manipulations, mais aussi avec l'espoir que, d'une certaine façon, cette rencontre prédestinée puisse apporter la guérison à vous deux. Hélène a besoin de stabilité pour élever les enfants et développer son talent artistique. Pierre a besoin d'une connexion humaine authentique pour combler le vide que le succès matériel ne peut pas combler. Avec amour et regret, Robert Martin. Le silence qui suivit la lecture de la lettre était si dense qu'on aurait pu le couper, au couteau. Hélène laissa le papier tomber sur ses genoux, le visage pâle et les mains tremblantes. Pierre resta immobile, son visage un masque impénétrable, tandis qu'il assimilait la révélation explosive. « Ce ne peut pas être vrai, » murmura finalement Hélène. « Mon père n'aurait pas fait une chose pareille. » Le docteur Mendès s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Je crains que ce ne soit vrai, Madame Martin. Après avoir reçu cette lettre, j'ai vérifié à nouveau nos registres et j'ai trouvé des incohérences que je n'avais pas remarquées auparavant. La procédure a été réalisée comme Robert l'a décrite. Mais le test ADN, commença Pierre, a été manipulé, compléta le médecin.
J'ai reçu un appel anonyme ce matin m'informant que le laboratoire avait reçu des instructions pour échanger les échantillons. Quelqu'un voulait s'assurer que le résultat serait négatif. » Pierre fronça les sourcils. « Qui ferait cela? Et pourquoi? » « Je ne sais pas, » admit le médecin. « Mais je vous suggère fortement de refaire le test dans un autre laboratoire, de préférence à l'étranger. » Hélène se leva brusquement. « J'ai besoin d'air, c'est trop à assimiler. » Pierre acquiesça, tout aussi étourdi. « Partons d'ici. » En sortant du cabinet, ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture. Le chauffeur, percevant la tension, resta discrètement silencieux pendant qu'il les conduisait au manoir. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda finalement Hélène, brisant le silence oppressant. Pierre regardait par la fenêtre, observant la ville qui défilait en flou. La révélation que Lucas et Marine étaient en fait ses enfants biologiques avait à nouveau bouleversé son monde. Il y a seulement 2 jours, il avait reçu la nouvelle dévastatrice de sa stérilité. Hier, il avait été surpris par la possibilité d'avoir des enfants inconnus. Ce matin, cette possibilité avait été niée. Et maintenant, il était à nouveau confronté à la réalité qu'il était père, un père qui n'avait pas choisi de l'être, mais dont les enfants avaient déjà capturé son cœur. « Nous refaisons le test, » dit-il finalement. « Et en attendant, nous continuons comme prévu avec la fondation. » Indépendamment du résultat, Robert avait raison sur une chose. Les enfants ne sont responsables de rien dans tout cela. Hélène acquiesça lentement. « Et si c'est vrai? Si Lucas et Marine sont vraiment vos enfants biologiques ?» Pierre se tourna pour la regarder, son expression s'adoucissant. « Alors j'aurai encore plus de raisons de m'assurer qu'ils aient tout ce qu'ils méritent, y compris un père présent dans leur vie, si vous le permettez. » 3 mois s'écoulèrent depuis la révélation explosive dans le cabinet du docteur Mendes. Le manoir de Lamar, autrefois silencieux et pratiquement abandonné, vibrait maintenant de vie. Des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs de marbre, tandis que de petits pieds couraient dans les jardins qui remplissaient enfin leur fonction originelle, servir de décor à des souvenirs familiaux. Par un dimanche matin, ensoleillé, Pierre observait Lucas et Marine jouant sur la pelouse à travers la fenêtre de son bureau. Le garçon avait construit, avec l'aide de professionnels engagés par Pierre, une version simplifiée de la cabane dans l'arbre, dont il avait tant rêvé. Maintenant, lui et sa sœur étaient absorbés dans un jeu élaboré qui impliquait une expédition imaginaire dans la forêt amazonienne. « Ils sont si heureux ici », commenta Hélène, entrant dans le bureau avec 2 tasses de café. Elle portait un simple jean et un chemisier ample taché de peinture, preuve qu'elle venait directement de l'atelier improvisé que Pierre avait installé pour elle dans l'une des pièces ensoleillées du manoir. « Nous le sommes tous », répondit Pierre, acceptant la tasse avec un sourire reconnaissant. La transformation de sa vie ces derniers mois était si profonde que parfois Pierre se demandait si tout cela n'était pas un rêve élaboré. L'homme d'affaires workaholic, qui vivait pour accumuler fortune et pouvoir, avait cédé la place à un homme qui découvrait, jour après jour, les petites joies de la vie familiale. Il travaillait toujours dur, mais réservait désormais les soirées et les week-ends exclusivement à Hélène et aux enfants, et les réunions du conseil d'administration et les négociations internationales, autrefois priorité absolue, étaient devenues de simples moyens pour assurer le bien-être de la nouvelle famille qui se formait. Le laboratoire suisse a appelé, informa Hélène, s'asseyant dans le fauteuil à côté du sien. Les résultats définitifs arrivent demain. Pierre acquiesça, une tension familière s'installant dans ses épaules. Après la lettre de Robert, ils avaient décidé de réaliser un nouveau test ADN, cette fois dans un laboratoire renommé en Suisse, hors de portée de toute manipulation possible. Les résultats préliminaires avaient déjà confirmé ce que la lettre de Robert affirmait. Lucas et Marine étaient effectivement les enfants biologiques de Pierre de Lamar. « Comment vous sentez-vous » demanda Hélène, étudiant son expression. « Honnêtement. »« Soulagé et terrifié en même temps, » admit Pierre. « Toute ma vie, j'ai construit des murs autour de moi. J'ai maintenu des relations superficielles, me suis concentré uniquement sur les résultats financiers, à éloigner quiconque tentait de s'approcher trop près. » Il fit une pause, regardant les enfants dans le jardin. Et puis, soudainement, ces 2 petits êtres ont fait tomber toutes mes défenses sans même essayer.
Hélène sourit, compréhensive. Les enfants ont ce pouvoir. Je me souviens quand j'ai tenu Lucas et Marine pour la première fois, c'était comme si mon cœur avait doublé de taille en un instant. Le plus ironique est que j'ai passé des années à reporter l'idée d'avoir des enfants, convaincu qu'ils seraient une distraction par rapport à mes objectifs. Maintenant, je réalise que je ne savais pas vraiment ce que je voulais accomplir. Le téléphone de Pierre sonna, interrompant ce moment. C'était Thérèse, sa secrétaire exécutive, l'informant d'une situation urgente concernant le nouveau projet à Marseille. Auparavant, Pierre aurait tout laissé tomber immédiatement pour résoudre la crise. Maintenant, sa réponse était différente. Thérèse, demandez à Richard de s'en occuper. Je fais confiance à son jugement. Je suis avec ma famille aujourd'hui et ne reviendrai au bureau que demain. En raccrochant, il remarqua le regard surpris d'Hélène. « Qu'y a-t-il »« Rien », répondit-elle avec un petit sourire. « Je m'habitue simplement à ce nouveau Pierre Delamarre qui donne la priorité aux personnes plutôt qu'aux affaires. » Il rit. « Croyez-moi, personne n'est plus surpris par ce changement que moi-même. » Le bruit de pas précipité annonça l'arrivée de Lucas, qui entra en courant dans le bureau, suivi par une Marine plus posée. « Papa, viens voir ce qu'on a découvert dans le jardin !» s'exclama le garçon, tirant Pierre par la main. Le terme « papa » était encore nouveau. Les enfants avaient commencé à l'utiliser seulement 2 semaines auparavant, après une conversation soigneusement menée par Hélène et Pierre, expliquant de façon simplifiée que Pierre était leur père biologique. L'adaptation avait été étonnamment naturelle, particulièrement pour Lucas, qui semblait avoir trouvé en l'entrepreneur un complice pour ses projets ambitieux. « Qu'avez-vous découvert cette fois, petits explorateurs ?» demanda Pierre, se laissant entraîner dehors. « Un passage secret derrière les rosiers », expliqua Lucas avec enthousiasme. « Je pense qu'il mène à un trésor caché. » Marine, toujours plus pragmatique, précisa. « C'est juste une petite porte couverte de plantes, papa. Probablement une ancienne entrée de service. » Pierre échangea un regard amusé avec Hélène qui les suivait. « Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Allons enquêter. » Le passage secret se révéla être, comme Marine l'avait soupçonné, une ancienne entrée vers un dépôt d'outils de jardinage. Mais pour ne pas décevoir Lucas, Pierre feignit un grand enthousiasme face à la découverte, improvisant une histoire sur des jardiniers de générations passées qui auraient pu y cacher des trésors. Pendant que les enfants exploraient le petit espace poussiéreux, Hélène s'approcha de Pierre. « Vous êtes doué pour ça, vous savez, pour être père. »« Je suis simplement mes instincts, » répondit-il, observant avec tendresse comment Marine expliquait patiemment à son frère à quoi servait chaque outil rouillé qu'il trouvait. « Qui aurait dit que j'aurais un talent naturel pour la paternité ? Robert le savait, » dit doucement Hélène. « Aussi discutable qu'aient été ses méthodes, il semblait comprendre quelque chose à votre sujet que vous ne compreniez pas vous-même. » La mention de Robert apporta une vague d'émotions contradictoires. Pierre luttait encore pour concilier la gratitude qu'il ressentait envers l'ami qui avait cru en son potentiel et l'indignation pour la violation de son autonomie. « Il y a des jours où je voudrais le remercier et d'autres où j'aimerais pouvoir le confronter, » admit-il. « Mais ensuite, je regarde Lucas et Marine, et je réalise que, indépendamment de la façon dont nous sommes arrivés ici, je ne peux plus imaginer ma vie sans eux maintenant. » Ce soir-là, après un dîner animé où Lucas avait diverti tout, le monde avec ses plans élaborés pour transformer le dépôt d'outils en un laboratoire d'invention, et où Marine avait joué au piano un morceau qu'elle pratiquait en secret, Hélène et Pierre se retrouvèrent seuls sur la terrasse, donnant sur les jardins. La nuit était douce, le ciel parisien exceptionnellement étoilé, comme s'il célébrait l'harmonie qui s'était enfin installée dans cette maison. « La fondation Robert Martin sera inaugurée dans 2 semaines, » commenta Pierre, servant 2 verres de vin. « Les invitations ont déjà été envoyées aux critiques d'art, conservateurs de musées et partenaires éducatifs potentiels. » Hélène acquiesça, un mélange de nervosité et d'excitation sur son visage. « Je n'arrive toujours pas à croire que mon exposition personnelle sera l'événement d'ouverture. »« Croyez-le, » affirma Pierre avec conviction. « Vos œuvres sont extraordinaires, Hélène. Le monde doit les connaître. » Ces derniers mois, avec le soutien et l'encouragement de Pierre, Hélène s'était consacrée intensément à son art. L'atelier du manoir était devenu son refuge, où elle produisait des toiles qui capturaient non seulement des paysages et des scènes, mais des émotions profondes. Sa série la plus récente, intitulée « Origine », explorait des thèmes d'identité, de famille et d'appartenance
d'une manière qui avait déjà attiré l'attention d'importantes galeries. « Parfois, je me demande ce qu'Édouard penserait de tout cela, dit-elle doucement. Il m'a toujours encouragé à peindre, disait qu'un jour je serais reconnu, mais je n'ai jamais imaginé que cela arriverait ainsi. »« Il serait fier, » répondit Pierre. « Fier de vous voir suivre vos rêves, de la façon dont vous prenez soin des enfants, de tout ce que vous avez construit avec votre force et votre talent. » Hélène sourit, touchée par le commentaire. « Merci de ne jamais essayer d'effacer sa mémoire. Certaines personnes, à votre place, essaieraient de faire oublier aux enfants l'homme qui les a élevés pendant des années. Édouard fera toujours partie de leur histoire, partie de ce qui les a rendus les enfants extraordinaires. Qu'ils sont aujourd'hui, affirma Pierre. Je n'essaierai jamais de changer cela. » Un silence confortable s'installa entre eux, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui ont dépassé le besoin de remplir chaque moment par des mots. Hélène observait les étoiles, perdue dans ses pensées, tandis que Pierre l'observait discrètement, encore émerveillé par la transformation qu'elle avait apportée à sa vie. Ces derniers mois, son admiration initiale pour la dignité et l'intégrité d'Hélène s'était approfondie en quelque chose de plus complexe. Il respectait son dévouement envers les enfants, admirait son talent artistique, valorisait sa perspective sur des questions qu'il aurait autrefois considérées comme triviales. Plus encore, il trouvait dans sa compagnie une paix qu'il n'avait jamais connue dans ses relations précédentes, basée sur des intérêts superficiels et des convenances sociales. « À quoi pensez-vous » demanda Hélène, remarquant son regard contemplatif. Pierre hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Je pense à combien la vie est imprévisible. Il y a 4 mois, j'étais au sommet du succès professionnel et complètement vide. À l'intérieur, convaincu que ma stérilité avait scellé mon destin à la solitude. Aujourd'hui, » il fit une pause, regardant vers la maison où Lucas et Marine dormaient. « Aujourd'hui, je me sens plus riche que je n'aurais jamais imaginé. Possible, et cela n'a rien à voir avec mon compte bancaire. » Hélène sourit, comprenant la profondeur de cette confession venant d'un homme qui avait passé sa vie à mesurer la valeur en termes monétaires. « Savez-vous ce que Lucas m'a demandé hier ?» commenta-t-elle. « Il a voulu savoir si nous pouvions rester ici pour toujours. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi chez lui nulle part ailleurs. » Le cœur de Pierre s'accéléra à cette révélation. « Et qu'avez-vous répondu ?»« J'ai dit que cela dépendait de beaucoup de choses, que les adultes doivent prendre des décisions compliquées. » Hélène rencontra son regard. « Mais la vérité est que je ne me suis jamais senti aussi chez moi non plus. » Pierre prit courage pour poser la question qu'il envisageait depuis des semaines. « Hélène, avez-vous pensé à rendre cet arrangement permanent? Pas seulement pour la fondation ou les enfants, mais pour nous. » Elle le regarda avec surprise, une légère rougeur tintant ses joues. « Pierre, je ne vous propose pas le mariage, » précisa-t-il rapidement. « Pas encore. Ce serait prématuré et irrespectueux envers la mémoire d'Édouard. Mais je propose une chance d'explorer ces sentiments qui grandissent entre nous, lentement à notre propre rythme. » Hélène baissa les yeux, pensive. « J'ai peur, » admit-elle finalement. « Peur de confondre gratitude avec affection, de me permettre de dépendre émotionnellement de vous, de risquer la stabilité que nous avons enfin atteinte pour les enfants. » « Toutes ces craintes sont valides, » reconnut Pierre, « et c'est pourquoi je suggère du temps. Du temps pour que vous établissiez votre indépendance financière à travers la fondation et votre art. Du temps pour que les enfants s'adaptent complètement à la nouvelle réalité. Du temps pour nous connaître véritablement, au-delà des circonstances extraordinaires qui nous ont unis. » La sincérité de ces paroles toucha profondément Hélène. Elle tendit la main, entrelaçant ses doigts aux siens dans un geste d'intimité simple mais significatif. « Du temps semble une bonne idée, » acquiesça-t-elle avec un doux sourire. Le lendemain matin, l'enveloppe du laboratoire suisse arriva comme promis. Pierre et Hélène s'assirent ensemble dans le bureau pour ouvrir les résultats, bien qu'ils sachent déjà ce qu'ils allaient trouver. « Compatibilité génétique confirmée », lut Pierre, bien que les mots ne soient qu'une formalité. Nancy. Son cœur, il savait déjà que Lucas et Marine étaient ses enfants, non seulement par des liens biologiques, mais par l'amour qui grandissait chaque jour. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Hélène. « Légalement, je vais reconnaître officiellement la paternité, » répondit Pierre, « mais en pratique, nous continuons comme nous sommes,
construisant notre famille jour après jour, décision après décision, moment après moment. Quelques semaines plus tard, l'inauguration de la Fondation Robert Martin fut l'événement culturel le plus commenté de Paris. L'exposition d'Hélène, intitulée « Traversée », reçut des critiques enthousiastes, les spécialistes soulignant sa capacité à capturer des émotions complexes avec des coups de pinceau précis et une utilisation magistrale des couleurs. Lors de la soirée d'ouverture, tandis qu'Hélène recevait les félicitations de conservateurs et collectionneurs, Pierre observait avec fierté depuis un coin discret. Lucas et Marine, élégamment vêtus pour l'occasion, restaient à ses côtés, visiblement ennuyés par la formalité de l'événement, mais se comportant de façon exemplaire, par amour pour leur « mère ». « Votre mère est très talentueuse », commenta Pierre aux enfants. « Je sais », répondit Marine avec sérieux. « J'ai toujours su qu'un jour tous verraient ce que je voyais. » Lucas, moins intéressé par l'art que par la structure du bâtiment, historique qui abritait la fondation, demanda « Pouvons-nous explorer le reste du bâtiment, papa ? Je promets de ne toucher à rien. » « Faisons un tour rapide, » accepta Pierre. « Mais ensuite, nous devons revenir soutenir votre mère, d'accord ?» Tandis qu'il marchait dans les couloirs ornés de l'ancien hôtel particulier restauré, Pierre réfléchissait au parcours extraordinaire qui l'avait amené jusque-là. D'un homme obsédé par le succès financier et tourmenté par l'impossibilité de laisser un héritage biologique, il s'était transformé en quelqu'un qui comprenait enfin le véritable sens de la richesse. Lucas courait devant, pointant des détails architecturaux avec l'enthousiasme d'un futur ingénieur, tandis que Marine marchait silencieusement aux côtés de Pierre, sa petite main tenant la sienne avec une confiance absolue. « Papa », dit-elle soudainement avec ce sérieux qui la caractérisait, « est-ce que Papy Robert savait que tu serais un bon père pour nous ?» La question prit Pierre par surprise. Les enfants savaient que Robert avait été l'ami de Pierre et que, d'une certaine façon, il était responsable de les avoir réunis. Mais les détails les plus complexes de l'histoire n'avaient pas encore été partagés. « Je pense que oui. »« Marine, » répondit-il honnêtement, « ton grand-père Robert me connaissait bien, peut-être mieux que je ne me connaissais moi-même. Il a dû voir quelque chose en moi que je n'avais pas encore découvert. » La fillette acquiesça, comme si la réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Il était très sage. Maman le dit toujours. « Oui, il l'était, » convint Pierre. « Et un jour, quand ton frère et toi serez plus grands, nous vous raconterons toute l'histoire de comment notre chemin a croisé celui de votre mère. C'est une histoire compliquée, avec des parties tristes et des parties heureuses, mais avec une fin très spéciale. »« Je sais déjà quelle est la fin, » déclara Marine avec la conviction inébranlable de l'enfance. « La fin, c'est que maintenant, nous sommes une famille. » La simplicité profonde de cette conclusion toucha Pierre. « Oui, ma chérie, c'est exactement la fin. » De retour dans la salle principale, ils trouvèrent Hélène entourée d'admirateurs. Quand elle les aperçut, son visage s'illumina d'un sourire radieux. S'excusant poliment, elle s'approcha d'eux. « Alors, qu'avez-vous pensé de la visite ?» demanda-t-elle, arrangeant les cheveux de Lucas qui, comme toujours, était en désordre. « Cet endroit est incroyable, maman !» s'exclama le garçon. « Il y a des escaliers secrets et d'énormes fenêtres, et regarde, j'ai même dessiné une carte. » Hélène rit enchantée par l'enthousiasme de son fils. Ses yeux rencontrèrent ceux de Pierre par-dessus la tête des enfants, et dans ce regard, il y avait une promesse silencieuse d'un avenir partagé, construit avec patience et respect mutuel. Plus tard. Tard cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis épuisés par l'excitation de la journée, Hélène et Pierre marchèrent dans le jardin du manoir sous le clair de lune. La fondation avait été un succès retentissant, avec des promesses de parrainage qui garantiraient sa durabilité pour des années. L'exposition d'Hélène avait déjà suscité des invitations pour des expositions internationales et des offres d'acquisition par des collectionneurs renommés. « Savez-vous à quoi j'ai pensé aujourd'hui, en vous voyant avec les enfants à la fondation ?» demanda Hélène, brisant le silence confortable. « Quoi ? J'ai pensé que la véritable fortune n'a rien à voir avec l'argent. » Elle s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Vous avez construit un empire financier impressionnant, Pierre, mais votre véritable richesse réside dans la capacité d'aimer que vous avez découverte en vous-même. » Pierre sourit, touché par l'observation. «
J'ai toujours cru que je construisais cet empire pour laisser un héritage. Maintenant, je réalise que l'héritage le plus important que je puisse laisser ne se trouve pas dans des bâtiments ou des comptes bancaires, mais dans les valeurs que je transmets à Lucas et Marine, dans les leçons que j'apprends d'eux chaque jour, dans l'amour que nous construisons ensemble. Il tendit la main, touchant doucement le visage d'Hélène. Et en vous qui avez apporté couleur et sens à une vie que je ne percevais même pas comme étant en noir et blanc. Sous le ciel étoilé de Paris, dans ce jardin qui avait été témoin de générations de la famille Delamare, un nouveau chapitre commençait. Non pas un chapitre de fortunes matérielles ou d'empire corporatif, mais un de connexions authentiques et de découvertes émotionnelles. Pierre Delamare, l'homme, qui croyait tout avoir, comprenait finalement que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens qu'il accumulait, mais dans les cœurs qu'il touchait. Et son cœur, autrefois protégé